Un grand merci, Catherine, pour ce très bel exercice de synthèse, d'avoir ramassé autant de matière en si peu de temps. Ce qu'on va vous proposer, c'est prendre une dizaine de minutes d'échange. Donc, c'est pas simplement de poser des questions, peut-être aussi vous pourrez apporter un témoignage ou une réflexion que tout ce qui a été dit suscite en vous. Alors, pour lancer le bal, parce que c'est toujours un peu difficile de poser la première question, moi, je veux bien me risquer un tout petit exercice. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe très contemporain? Est-ce que les sociétés européennes, dans leur fonctionnement quotidien, ne seraient pas moins malades que ne le seraient leurs élites, les dispositifs publics, avec cette rhétorique de la fermeture, de la fermeté, de la sécurité, et en face des élans de générosité assez étonnants qu'on a déjà vu au cours de l'histoire d'ailleurs, si on renvoie l'épisode de la Retirada par exemple, la manière dont les réfugiés espagnols ont été accueillis, ou alors dans le contexte des années 75-79, les réfugiés du sud-est asiatique, pardon, où il y avait un immense élan populaire, avec parfois même une injonction des pouvoirs publics à l'époque de se mobiliser et d'accueillir. Voilà, ce hiatus, comment est-ce qu'on l'explique finalement entre des postures rhétoriques, parfois journalistiques, des formules, voilà, la rhétorique de l'invasion, le tsunami migratoire, pour faire des effets de manche, avec une fermeté affichée, et puis à côté d'authentiques pratiques avec des personnes qui s'engagent, qui choisissent l'illégalité aussi pour soutenir les populations migrantes. Alors merci pour cette question. Et c'est vrai que moi j'ai constaté dans les différents débats que j'ai pu faire dans des associations et dans des publics divers et auprès d'étudiants aussi, puisque j'en ai beaucoup en cours, que dans l'ensemble, la société civile est plus en avance que les pouvoirs publics, que les décideurs. Alors je ne rencontre pas, bien sûr, on rencontre que les convaincus, comme on dit souvent, mais dans des franges assez larges de la société civile qui peuvent aller des caritatifs à l'extrême gauche la plus radicale, il y a quand même un élan de solidarité, y compris très concret, de gens qui s'occupent physiquement de ces gens à accueillir, etc., chez eux. Il y a une certaine compréhension de la part de la société civile de ce phénomène, une empathie qui s'est créée. Et dans l'ensemble, moi j'ai constaté que dans ces populations que j'ai rencontrées, les réfugiés ont plutôt bonne presse. Alors après, sur les migrants, ils sont un peu plus... Alors que les migrants sont des réfugiés, je leur dis toujours, vous savez, les migrants, c'est aussi voilà, les réfugiés sont des migrants. Mais les réfugiés, il y a une certaine, disons, sympathie, notamment les Syriens, pour des raisons qu'on pourrait psychanalytiquement analyser, je ne sais pas pourquoi, mais les Syriens sont plutôt bien acceptés dans des franges relativement larges de l'opinion publique parce qu'ils nous ressemblent d'une certaine façon. Ils nous ressemblent parce que c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont urbains, scolarisés, des classes moyennes, etc. Donc il y a eu une relative sympathie à l'égard des Syriens. En revanche, les subsahariens sont très mal vus, pour des raisons qui me surprennent, parce qu'ils ont un niveau de diplôme qui est souvent supérieur à celui de la population des pays dans lesquels ils entrent, ce qui est le cas d'ailleurs pour l'ensemble des migrants à l'échelle mondiale. Mais une distinction curieuse a été faite entre des Syriens qui seraient tous des vrais réfugiés et des Africains qui seraient tous des tricheurs. Donc ça aussi, je l'ai constaté dans les débats. Alors, par ailleurs... sur l'autre aspect de la question, ce que j'ai constaté aussi, c'est que la dimension réfugiée, il y a une prise de conscience que de toute façon c'est un devoir. On est signataire de la Convention de Genève, on doit appliquer le droit d'asile. Dans le passé, certains se souviennent qu'ils ont très bien accueilli les Vietnamiens, mais à l'époque on faisait de la politique, il ne faut pas oublier. Là, la politique elle est devenue floue aujourd'hui. On ne sait plus très bien vers quoi va la Syrie, vers quoi va la Libye, vers quoi vont tous ces pays. Donc quelle est la cause que l'on soutient si on va accueillir ces gens? À l'époque, accueillir les Vietnamiens, dans les années 75, c'était répondre à la bipolarisation du monde en montrant un Occident généreux par rapport à un oppresseur communiste. Donc c'était un peu schématique comme image, mais c'était ça l'accueil des Vietnamiens. Pour les Chiliens, c'était l'inverse. C'était donner une image démocratique d'une Europe accueillante face à un dictateur autoritaire proche de l'extrême droite. Donc c'était une autre approche, mais il y avait ça aussi. On faisait de la politique. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce qu'on fait, parce que les régimes d'où viennent les gens sont dans de tels chaos qu'on n'est plus capable de décrypter quelle sera l'évolution de ces pays.
Finalement, quel est le profil des gens que l'on accueille. Alors, ce qui a beaucoup nui, à mon avis, même si c'est complètement marginal par rapport à la question des réfugiés, ça a été le terrorisme. C'était le terrorisme parce qu'en réalité, il y a très très peu de terroristes qui ont passé les frontières de la route des Balkans dont je vous parlais. Mais ça a frappé l'opinion publique et certains ont profité du fait qu'il y a eu 2-3 attentats dont certains auraient éventuellement traversé la frontière pour dire si on ouvre plus les frontières, on va faire venir les terroristes. Ce qui est faux parce que la plupart des terroristes sont des nationaux des pays dans lesquels ils ont commis leur forfait ou des gens qui ont vécu depuis très longtemps tout en parfaite légalité dans les pays dans lesquels ils ont commis tous leurs crimes. Mais ça a été un argument fort, si j'ose dire, pour l'opinion publique, qui a été utilisé par ceux qui voulaient fermer les frontières. Et puis, il y avait le discours, de toute façon, on est en crise, donc on ne peut pas accueillir trop de monde. Et surtout, l'idée de l'effet d'appel. Ce qui est dramatique, c'est l'effet... Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur l'immigration. J'ai jamais vu d'effet d'appel. Mais c'est un sujet qui revient en permanence. Avec l'idée que si on les accueille mieux, ils viendront plus nombreux. Et que plus on les accueille mal, moins ils viendront. C'est un sujet, mais c'est complètement faux. On constate à Calais et ailleurs, les gens, ils sont pas quelqu'un qui a traversé à pied l'Afghanistan pour venir jusqu'en Europe, qui soit bien ou mal accueilli. Ce qu'il veut, c'est aller en Angleterre. Donc, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Ceux qui sont venus à pied en traversant la Libye, c'est pas, bien sûr, ils sont mal accueillis, mais ils se disent peut-être qu'après, ce sera mieux. Donc, l'idée qui viendrait pour les prestations modestes et parfois misérables, qu'ils trouvent en arrivant, et comme idée d'attraction, est une idée totalement stupide. Et il faut lutter contre le prétendu effet d'appel parce que ça n'a jamais eu aucun impact démontré sur la venue des personnes. Donc c'est pas s'ils couchent dehors, ils viendront ni plus ni moins nombreux que s'ils ont un toit, même modeste. Donc ça, c'est une idée complètement erronée qui circule, y compris dans les acteurs des politiques publiques. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, moi, je me déplace vers vous. Merci. Bonsoir. Quand je vous entends, quand on parle de la crise des migrants ou crise des frontières, est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est la crise de l'Europe dans les termes de finalement la crise de notre mode de vie qui finalement est très individualiste, basé sur le pouvoir d'achat, la société de consommation, et finalement le fait que ces personnes-là arrivent en masse et qu'on les refoule, ce serait comme si on refoulait finalement des personnes qui viennent remettre en question notre mode de vie aussi. Comme quoi, on est quand même un des pays les plus riches du monde. On a tant de mal à partager notre richesse qui, entre autres, vient aussi du fait qu'on a largement exploité des forces de travail et des ressources de pays plus pauvres. Donc voilà, c'est une hypothèse. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est une crise politique de notre mode de vie à nous, que ces personnes qui arrivent, aussi dramatiques soit la situation, viennent révéler ? Alors, je ne vous suis pas complètement parce que l'Europe fait rêver. Il ne faut pas oublier que si les gens viennent, c'est qu'ils l'ont vu à la télévision, dans des films, qu'ils la voient sur Internet, ils la voient à travers la description qu'ils reçoivent sur leur portable, etc. Donc, le monde rencontre le monde aujourd'hui. On est dans un monde où on a l'impression que l'espace se rétrécit parce qu'il est visible sur tous les médias. Et donc... une des raisons de l'attraction de l'Europe, c'est d'une part, elle est relativement proche, accessible géographiquement, mais aussi proche dans les mentalités. Ils sont de plus en plus comme nous. Ces gens-là, ils nous ressemblent. Ils ne sont pas à attendre que peut-être chez eux, plus tard, dans un certain fatalisme, ça aille mieux. Ils veulent tout de suite que leur vie change. Donc, ils aspirent à ce genre de vie. Et ce n'est pas nécessairement des gens qui contestent les valeurs des Européens, même si à la marge, il y a des formes de contestation diverses et variées qui feraient l'objet d'une autre analyse, mais dans l'ensemble, c'est pas de ça qui les attire. C'est la liberté de parole, c'est trouver du travail, c'est l'accès à la consommation et toute une série d'aspects du mode de vie moderne qu'ils perçoivent à travers leur migration. Mais en revanche, la crise des mentalités, oui.
pourquoi est-ce que les gens sont aussi restrictifs dans leur accueil et dans leur politique? C'est à cause de la crise des mentalités des Européens. On a de moins en moins de justes, comme on disait pour la Deuxième Guerre mondiale, et il y a un repli aujourd'hui en Europe des mentalités qui explique le succès des extrêmes droites qui bétonnent sur la question de l'immigration et de l'asile, qui ont du succès parce que ça correspond à une tendance aujourd'hui des mentalités dans beaucoup de pays européens, effectivement. Alors, d'abord, monsieur. Oui, je voudrais vous poser la question politique, parce qu'en fait, il y a une sorte de cercle vicieux, dans le sens où on se rend compte qu'une politique qui pourrait être favorable aux migrants, exemple la politique d'Angela Merkel, se retourne contre un leader politique qui a été, soi-disant, trop favorable à ces migrants. Et on a vu la poussée de l'extrême droite allemande. Et puis, une deuxième partie de ma question, en vous écoutant, et en écoutant beaucoup de débats sur les migrants, je me dis qu'on est ici dans un cercle un peu clos. Là, on est avec des lycéens, des étudiants, des intellectuels, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire changer les mentalités? Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cet esprit des justes? Ici, à côté de Saint-Étienne, il y a le village du Chambon-sur-Lignon. C'était des paysans, c'était des gens simples, pour qui un enfant juif ou un soldat allemand, parce qu'ils ont hébergé des juifs, et après, à la débâcle allemande, ils ont hébergé aussi des soldats allemands qui n'étaient pas forcément nazis. Comment faire changer les mentalités? Comment retrouver cet esprit des justes? Ça, c'est une très belle question. Je ne sais pas... mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans... Alors, il y a des gens qui accueillent. Hein. J'en vois, moi, quand je vais dans les associations, il y a des tas de gens qui, personnellement, font des tas de choses pour essayer d'accueillir les gens, pour donner des cours de langue, pour faire des soupes populaires et toutes sortes de choses. Donc, il y a des gens qui accueillent. C'est vrai que c'est pas très largement partagé dans la population, mais ça existe. Bon, ça, c'est un premier point, quand même. Deuxièmement, je pense que il y a une certaine lassitude politique qui fait que ceux qui sont moins engagés votent peu aussi. Et donc, on laisse la place dans les urnes à ceux qui défendent d'une part, on a eu quand même 34%, un peu plus de 34% d'électeurs pour le Front National au deuxième tour des présidentielles. On est en France. Moi, je trouve ça assez ahurissant, si j'ose dire, parce que certains ne votent pas. Et je crois que c'est très important. J'en profite parce que vous êtes jeune. Votez. Votez si vous ne voulez pas que les choses empirent en la matière, parce que sinon, on laisse la place à ceux qui veulent défendre ce genre d'idées, qui sont des électeurs assidus, et notamment dans des populations plus âgées. Donc là, il y a un vrai souci, à mon avis. Et puis, je pense que c'est en multipliant toute une série d'initiatives, en créant des collectifs, des réseaux, de l'information, de la connaissance, ça passe aussi par la connaissance, qu'on arrivera à dépasser le chaos dans lequel on est aujourd'hui, dans la difficulté de l'Europe à se reconnaître comme continent d'immigration, ce qu'elle est. Et si elle ne se reconnaît pas, eh bien, on va vers des situations beaucoup plus dramatiques que celles qu'on a aujourd'hui, si on n'accepte pas de vivre avec eux. Parce que la vie, elle sera avec eux. Et votre vie, ce sera avec eux plus tard. Et donc, il faut que ça se passe le mieux possible pour que ça fasse des futurs citoyens. Et donc, je pense que ça, c'est un des grands défis pour l'Europe, effectivement. Pédagogique, mais aussi humain pour chacun. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Mamadou Théophile Mbaye. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Il y a 20 ans, vous étiez à Saint-Étienne. Ah oui, vous étiez le rapporteur de ma thèse. J'en parlais justement. Et oui, tout à fait. C'était aussi pour répondre à monsieur. Je vous remercie vraiment d'être là encore, 20 ans après, pour parler de la même chose. Parce que ma thèse portait sur le cadre juridique de l'intégration des immigrés en France, et c'était à l'université de Saint-Étienne. Tout à fait. Et on était en pleine crise aussi du foulard islamique à l'époque. Et je me rappelle encore vos phrases par rapport à ça et votre engagement, surtout le fait que je vous avais rencontré à la Bourse du Travail
pour une conférence où je vous avais invité d'ailleurs, et où j'étais en train de défendre les étrangers, les étudiants qu'on était en train de vouloir renvoyer du fait qu'ils n'avaient pas réussi leur année. Oui, je me souviens. Effectivement. Donc, c'était pour dire aussi qu'il y a des gens qui continuent de s'engager dans cette lutte. Moi, je m'occupe aujourd'hui de ces réfugiés. Bravo. Syriens ou bien qui ont traversé la Méditerranée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que je vois tous les jours. Les récits, je les fais. Je n'ai pas continué au niveau de la recherche parce que je me dis que cet engagement-là, il fallait continuer ça. Et je suis avec une collègue qui a 40 ans d'immigration aussi et qui continue avec la CIMAD. Et je continue toujours avec la CIMAD. Merci encore. Bravo, je suis ravie de cette évolution professionnelle. Alors, on va prendre encore 2 questions, hein, parce que malheureusement, le temps tourne. Donc, voilà, vous, tous les deux, hein, vous passerez le micro. Bonsoir, je vous remercie pour votre conférence. J'aimerais vous poser une question, donc elle peut peut-être paraître un peu polémique. Pourquoi ce serait à l'Europe d'imposer aux pays qui ont créé l'Europe, une politique migratoire? C'est peut-être aux pays de décider eux-mêmes, même si parfois ça peut être égoïste, je suis d'accord. C'est une bonne question, oui. Alors, ce n'est pas l'Europe qui impose, c'est les pays qui ont décidé que tout ce qui concernait les flux, c'était décidé à l'échelon européen. C'est-à-dire la politique des frontières extérieures de l'Europe, comme d'autres aspects, hein, sont des sujets communautarisés, comme on dit. C'est décidé à l'échelon européen. Donc en fait, c'est Bruxelles, c'est-à-dire la Commission européenne, plus le Parlement européen, qui est dans ce qu'on appelle une codécision, avec le Conseil européen, qui est le représentant d'un gouvernement. La Commission, c'est l'administration, les ministères, si vous voulez. Le Conseil, c'est un gouvernement, et le Parlement, c'est comme le Parlement dans les pays européens. Donc c'est à ce niveau-là que se décident les questions de flux, d'entrée. L'intégration, en revanche, c'est les niveaux des États, parfois même des régions, des lenders, etc. Donc tout ce qui est flux, c'est Bruxelles. Tout ce qui est stock, population installée, c'est les États. Donc c'est comme ça que se fait la division du travail, si j'ose dire. Donc c'est les États qui ont décidé eux-mêmes de communautariser pour être plus efficace la politique migratoire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une crise parce qu'il y a des pays qui veulent plus. Et ce à quoi on assiste, c'est une sorte de contestation de la communautarisation par les pays nouvellement entrés d'Europe centrale et orientale qui veulent affirmer leur souveraineté pour des raisons diverses, mais aussi parce que pendant longtemps, ils ont le sentiment de ne pas avoir été souverains. Ces pays-là, moi j'y suis allée avec la crise, si j'ose dire, et j'ai constaté que d'une part, ils ont beaucoup souffert d'avoir été chapeautés par des grands empires qui étaient soit l'empire russe, soit l'empire austro-hongrois, soit l'empire turc. Ensuite, pour certains, ils sont entrés dans le joug soviétique, ce qui leur a pas tellement plu, après 1945, et ensuite dans l'Europe. Donc ils ont une fenêtre de liberté faible. Et aujourd'hui, et souvent quand ils ont gagné de l'indépendance vis-à-vis de leurs grands patrons, c'est quand ils mettaient l'accent précisément sur leur spécificité culturelle, leur identité, leur langue, l'homogénéité de leur pays, etc. Et très souvent, en fait, ils croient que cette recette-là va, entre guillemets, marcher pour revendiquer leurs différences à l'égard des autres pays européens de l'Ouest qui s'en fichent complètement de ça. Hein. Ils ont dit c'est votre histoire, c'est pas la nôtre, etc. Voilà, vous avez été dominés, c'est votre problème, mais nous, on veut que vous appliquiez la politique de Bruxelles. C'est la réponse de M. Juncker. Mais ces pays croient que, effectivement, cette recette qui leur a apporté des formes diverses d'indépendance à certaines périodes et même un peu de marge de manœuvre à l'égard du soviétisme dans lequel ils étaient pris, peut marcher à l'égard de l'Europe. Et l'Europe a dit non. L'Europe a dit, non, si vous prenez pas de réfugiés, on vous verse plus de ce qu'on n'a toujours pas fait, ce qui montre la faiblesse de l'Europe. L'idée, c'était de les sanctionner. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup sanctionné. On vous versera plus les fonds européens. Pour l'instant, on n'a pas vraiment cessé de verser les fonds structurels européens aux pays d'Europe centrale et orientale. Et on a vu la faiblesse de l'Europe. La crise des réfugiés, c'est aussi la crise de la faiblesse de l'Europe. L'Europe aurait dû dire
on vous a aidé, maintenant c'est à vous d'appliquer les dispositions auxquelles vous avez consenti, de la communautarisation d'un certain nombre de politiques économiques, monétaires, mais aussi de migration. Donc ça, c'est un premier point. Faiblesse de l'Europe, on l'a vu aussi avec Calais. L'affaire de Calais, ça va durer. Et parce que c'est l'Europe qui devrait régler l'affaire de Calais entre le Royaume-Uni et la France. Et la France a été assez faible dans les accords qui ont été conclus au Touquet il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne devrait pas accepter que déjà dans les partages de gens qui se retrouvaient sur le territoire, on a pris les 3/4 et un tout petit quart a été pris par les Anglais, et d'autre part que la police britannique vienne patrouiller sur notre territoire. C'est plutôt, ça rappelle parfois des mauvais souvenirs pour les gens qui sont sur place à Calais. Donc en fait, je pense que on a vu la faiblesse de l'Europe, qui aurait dû taper sur la table avec les gens d'Europe centrale et orientale en disant vous prenez pas de réfugiés, on va vous sanctionner pour dire ça a été évoqué mais ça n'a pas été mis en œuvre. Pour les Hongrois, il avait été dit pour chaque réfugié que vous ne prenez pas, vous devrez payer 250 000 euros. La Hongrie avait dit d'accord, nous on veut bien payer 250 000 euros. Sauf qu'on n'a jamais appliqué cette politique. On n'a pas cessé de verser les fonds structurels européens aux pays d'Europe centrale et orientale. Donc ça marche pas cette communautarisation. Et les pays, ils veulent prendre de l'autonomie parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont souverains. Il ne faut pas oublier que c'est l'extrême droite qui est au pouvoir dans certains de ces pays. Donc la souveraineté, pour eux, c'est la maîtrise de leurs frontières. Donc ils veulent barricader leurs frontières en disant voilà, on est souverain, on n'a rien à faire de ce qu'on nous raconte à Bruxelles et on veut nous-mêmes décider de l'accueil des réfugiés. Or, c'est un sujet qu'il faut partager parce qu'il y a des pays qui ont accueilli beaucoup et il y a des pays qui ont accueilli très peu. Et donc, il faut qu'il y ait une solidarité européenne en la matière. On va enchaîner les deux dernières questions. Si vous voulez bien les poser, moi je fais circuler le micro. Comme ça, Alors bonsoir. Vous avez évoqué les travaux de Gérard Noiriel, qui a notamment aussi travaillé sur le thème des identités nationales. Et après, vous avez évoqué le fait d'une politique quant aux migrants de 30 ans d'échec. Je trouve cela quand même... Pas complètement d'échec. Oui, mais voilà, je trouve... De la politique de dissuasion et de retour. Je trouve cela paradoxal qu'au final, avec cette politique sécuritaire, on ait toujours des montées de partis qui se réclament d'une identité nationale qui se perd ou qui se sent fragilisée, que ce soit aux dernières élections en France ou même actuellement en Allemagne, avec la composition du nouveau Parlement. Alors qu'au final, nous n'en avons accueilli qu'au minimum de nos capacités, et sans forcément, en ayant essayé d'intégrer spécialement ces flux migratoires à notre identité nationale, qui pourtant est composée de cela. Alors, effectivement, il y a tout un processus. Alors, il ne faut pas oublier que je relisais un entretien de monsieur qui est très, très à la mode, là, qui a fait l'histoire de France dans un contexte mondial. Mais ce qu'il disait était assez pertinent dans un aspect de son entretien. Il disait l'identité nationale, ça a d'abord été un sujet de gauche avant d'être un sujet de droite, ce qui est vrai. Dans les années 89, il y avait eu un livre qui s'appelait L'identité française, qui était une initiative de la gauche socialiste. Et maintenant, c'est l'extrême droite qui parle de l'identité nationale, mais pas seulement l'extrême droite. Dans les périodes de crise, souvent on revient à l'identité. C'est une création, si j'ose dire. Hein. C'est une création parce que les identités, si elles n'évoluent pas, elles meurent. Hein. Toute identité doit s'alimenter d'un certain nombre de faits nouveaux qui sont, entre autres, l'immigration, la diversité, toute une série de phénomènes, parce que si on était complètement replié sur un passé figé, on serait complètement caduque. Et les identités, elles s'adaptent, elles sont complètement nourries des populations qui sont sur le territoire et qui définissent à leur manière ce qu'est l'identité. Et donc, on ne va pas imposer par le haut une identité nationale à laquelle il faudrait se conformer pour chacun pour que ça fasse l'identité nationale. L'identité nationale, c'est un ensemble d'éléments qui sont dans l'air du temps, si j'ose dire, et qui contribuent avec des valeurs qui évoluent aussi à définir cette identité. Donc ça, c'est très très important. Il ne faut pas avoir une idée figée de l'identité nationale. Sauf qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, dans le contexte actuel, on est pris dans une sorte de
délire de l'autochtonie, de délire de l'autochtonie. Il n'y a rien de plus faux en Europe. Moi, je relisais un livre qui vient de sortir du démographe Hervé Lebras, et j'avais sous-estimé tous les brassages de population qu'il y avait eu depuis l'Antiquité pour former l'Europe. C'est hallucinant. C'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'âge des migrations, qui est un petit livre que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment passionnant. Eh bien, on est tous le fruit de brassages considérables. L'idée qu'il y aurait des populations qui n'auraient jamais été bousculées par des nouveaux arrivants en Europe est une idée radicalement fausse. Aujourd'hui comme hier, si j'ose dire. Mais on est dans ce délire de l'enracinement en croyant que le citoyen idéal est quelqu'un qui a des racines rurales, qui est enraciné dans son terroir et qui n'a jamais bougé de là, et que c'est ça qui va faire l'identité de la France. Et c'est totalement faux. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. C'est complètement erroné, mais c'est un mythe très tenace, notamment en France, pour des raisons historiques. On a voulu inventer le Gaulois qui est devenu le parfait citoyen quand on a réécrit l'histoire de France du moment de Monsieur Lavis, en 1882. Mais c'est complètement faux, c'est créé, si j'ose dire. De même que dans les pays d'Europe centrale et orientale, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, mais récemment aussi, eh bien, c'est des pays où il y a eu des brassages considérables, avec des invasions considérables. Donc, l'idée de la pureté identitaire de peuples qui n'auraient jamais été bousculés est une idée complètement inventée dans un contexte de crise où les gens ont du mal à se définir, notamment dans la mondialisation, dans l'Europe et dans toute une série de nouveaux contextes, comme la crise des réfugiés, dans laquelle ils ont du mal à se situer, effectivement. Alors, très vite, on m'a dit faire court. Vous avez expliqué les différents contextes de migration avec les origines plurielles des migrations. Est-ce que vous ne pensez pas que la réécriture de la Convention de Genève est une bonne question à poser dans le débat? Et si oui, comment? Pendant un temps, moi, j'ai pensé qu'il fallait aussi réécrire la Convention de Genève. Et maintenant, je ne pense plus. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je le pensais dans les années 95, en gros. La Convention de Genève, elle définit un contexte qui est celui de la guerre froide. Il ne faut pas oublier. 1951, c'est le cœur de la guerre froide. Et le réfugié type, comme je l'ai dit, c'est le dissident soviétique qui donnera l'occasion à l'Occident de définir ses valeurs de liberté, d'égalité, etc. Et la définition de la Convention de Genève, elle est surtout fondée, et c'est un des éléments de la crise actuelle, sur la persécution individuelle, ou la crainte fondée de persécution qui justifie que l'on donne l'asile à la personne. En revanche, il y a une certaine, un certain élargissement à des cas de persécution dès la Convention de Genève qui ne sont pas uniquement politiques, qui sont pour des raisons raciales, culturelles, religieuses, etc. Donc déjà, on avait pensé que ce n'était pas uniquement, contrairement à ce que certains croient, la persécution politique qui pouvait donner lieu au statut de réfugié de la Convention de Genève, ce qui était déjà beaucoup de sagesse à l'époque. Ensuite, le contexte a changé, on a eu des conflits plus confus, où il est parfois difficile de distinguer d'ailleurs l'auteur et la victime de toute une série de situations, et où d'autre part on a des réfugiés collectifs et non plus individuels, pour des raisons nouvelles comme des raisons de ratio sexe, orientation sexuelle et des raisons autres qui sont propres à chacun des pays de départ. Et donc, on a du mal à, dans le carcan de la Convention de Genève, entrer dans ces nouvelles catégories qui, parfois, se retrouvent déboutées. Donc ça, c'est une difficulté. Mais en même temps, je pense qu'il faut garder la Convention de Genève, parce que dans le contexte actuel tel que je vous l'ai décrit, eh bien, on ne serait pas capable de redéfinir quelque chose de plus généreux que la Convention de Genève. Donc il faut garder la Convention de Genève, mais en revanche, il faut peut-être, d'une part, l'interpréter de façon plus large, plus souple, parce qu'elle permet des interprétations très différentes. Et un des sujets en Europe, c'est harmoniser le droit d'asile. Il est faux de dire que le même candidat à l'asile, selon le pays européen auquel il s'adresse, aura les mêmes chances d'avoir le statut de réfugié. Non,
parce que chaque pays a sa diplomatie, chaque pays a son interprétation de tel ou tel conflit, chaque pays a ses voisins. Il se dit si dans le pays d'à côté ça va mal, pas que je sois trop généreux parce qu'ils vont venir nombreux, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir d'autres statuts, avoir des formes plus souples de protection subsidiaire, de protection temporaire, qui permettent aux gens d'être protégés, même si on ne leur donne pas le statut de réfugié, au moins dans un premier temps. Et on est dans une interprétation trop rigide où aujourd'hui, notamment en France, on dit soit c'est le statut de réfugié, soit c'est pas grand-chose. Et beaucoup de pays européens ont plusieurs statuts de réfugiés en réalité, ce qui leur permet plus de souplesse. Voilà. Et ben, ça va être sur ces mots qu'on termine cette première phase de notre soirée. Un grand merci Catherine Wittol de Wenden. Merci pour toutes les questions.